Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous recevoir dans le Grand News Soir. À Madère au Portugal, un promeneur a retrouvé le corps d'une femme. Les enquêteurs pensent qu'il s'agit de celui de l'un des deux touristes boulangers originaires du Tarn-et-Garonne mais qui était disparu depuis le 16 mars lors d'une randonnée. Après les importantes inondations dans l'Yonne, restaurateurs et gérants de camping s'organisent pour ouvrir au plus vite. Ils sont à pied d'œuvre ce vendredi. Nous ferons le point dans le Grand News Soir. En 1994, les soldats français avaient été déployés à Bisesero, au Rwanda, pour mettre fin au massacre de Tutsis. Pourtant, ils ne sont intervenus qu'au bout de plusieurs jours. Et enfin, le dénouement après 5 ans d'attente. Le principal accusé de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, a été finalement condamné à 30 ans de réclusion criminelle hier. Et nous commençons donc cette édition avec cette information nous provenant de Madère au Portugal. Pour la police de Madère, le corps retrouvé hier dans une zone escarpée de l'île volcanique serait bien celui de Véronique Blon. Ses vêtements semblent correspondre à ceux de la touriste française. Le 16 mars, elle était partie avec son mari Laurent pour une courte durée pour une balade, selon leur fille présente, mais qui était restée ce jour-là à l'hôtel. Le couple qui n'avait que 2 bouteilles d'eau ce jour-là. Un reportage signé Laurent Fersten. Pour la police de Madère, ce serait bien le corps de Véronique Blon, qui a été retrouvé hier dans une zone escarpée de l'île volcanique. Ses vêtements semblent correspondre à la touriste française. Le 16 mars, elle était partie avec son mari Laurent pour une courte balade à São Vicente, selon leur fille présente mais qui était restée à l'hôtel ce jour-là. Depuis, le couple, qui n'avait que 2 bouteilles d'eau, était recherché. À Beaumont-de-Lomagne, en Occitanie, où résidaient les commerçants, les habitants sont bouleversés. Tout le monde en parle parce que c'est quand même une catastrophe. Hein. Ouais. Des gens si gentils et bon, en plus ils avaient un magasin où il y avait de tout. Ah oui, il y a beaucoup d'émotions dans Beaumont, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est une catastrophe quoi pour la ville. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça qui inquiète tout le monde. Voilà. Bon, j'espère aussi qu'on va retrouver son mari. Le boulanger Laurent Blon restait introuvable, mais selon un média portugais, son corps aurait été à l'instant retrouvé. Une vingtaine de secouristes sont sur place à l'endroit de la découverte, une zone difficile d'accès. Les autorités devront ensuite identifier formellement le couple et procéder à des analyses. L'enquête en France pour disparition inquiétante reste ouverte. À Chablis dans l'Yonne, il est impossible de se déplacer sans bottes dans un camping municipal vendredi alors que la saison va commencer. Une quarantaine d'emplacements pour des tentes et des camping-cars sont encore noyés. La rivière de Serein qui passe juste à côté a débordé 2 jours plus tôt. La décrue est lente et les terrains de foot et jeux pour enfants sont toujours sous les eaux. Les détails d'Anaïs Lé. Impossible encore de marcher sans les bottes dans ce camping municipal. Alors que la saison va commencer, une quarantaine d'emplacements pour des tentes et des camping-cars sont encore noyés. Et là, il y a tout à remettre en état et c'était pas prévu au programme. Les urgences, c'est refaire les allées, refaire les emplacements de camping-cars où il y avait des dalles pour les accueillir. Et il y a 15 jours, 3 semaines de travail. La rivière du Serein, qui passe juste à côté, a débordé il y a 2 jours. La décrue est très lente, ces jeux pour enfants, ce terrain de foot sont toujours sous les eaux. Dans ce restaurant, un ancien moulin où l'eau passe juste en dessous, une course contre la montre s'est engagée. Après avoir été inondée, toute l'équipe se mobilise pour pouvoir rouvrir dès demain midi. Il faut essayer de remettre en place au plus vite. Donc, on a pas mal bossé ces 2 derniers jours pour pouvoir tout nettoyer parce que c'était bien encrassé, il y avait de la boue partout dans le restaurant. Cette nuit-là, il regardait impuissant le torrent passer par-dessus les fenêtres et traverser de part en part le restaurant. Son inquiétude, c'était surtout les bouteilles de vin dans la cave, un peu plus de 100 000 € qu'il a réussi à préserver. On avait plus d'1,20 m d'eau dans la cave, donc en maillot de bain, et puis aller sauver les bouteilles. Des jours d'inquiétude, mais ils peuvent à présent compter sur le soutien des touristes, qui sont déjà là.
Nous commençons par le petit Chablis. C'est plus fruité, oui. Même si ce couple d'étrangers a dû adapter son programme de visite, il reste bien à Chablis. Nous avions prévu de faire un tour dans les vignobles, mais on nous a dit qu'avec les inondations, ce n'était pas possible. Si nous pouvons les soutenir en achetant du vin, c'est très bien. Chablis accueille chaque année jusqu'à 250 000 touristes. Aaron Gakoko est un rescapé du génocide de Rwanda. Il se souvient de la venue des Français de l'opération Turquoise censée arrêter les massacres 3 mois après les premières tueries. Ils n'ont rien fait, ils nous ont juste laissés ici, indique le survivant et résistant du Bizet Zéro. Le 27 juin 1994, les militaires voient les corps sans vie et promettent aux survivants de les secourir. Ils ne reviendront que 3 jours plus tard. Entre-temps, une centaine de Tutsis supplémentaires sont massacrés. Une équipe de France Télévisions a notamment rencontré l'un des survivants, Aaron Gakoko. Regardez. Aaron Gakoko est un rescapé du génocide et se souvient de la venue des soldats français de l'opération Turquoise, censée arrêter les massacres 3 mois après les premières tueries. Nous les avons amenés sur cette colline appelée Kagali pour leur montrer plus de 500 cadavres des gens qui avaient été tués quelques heures auparavant. Puis ils n'ont rien fait. Ils nous ont juste laissés ici. Le 27 juin 1994, sur cette route qui traverse le village, les militaires voient les corps sans vie. Ils promettent alors aux rares survivants de les secourir, puis repartent. Ils ne reviendront que 3 jours plus tard, le 30 juin. Entre-temps, des centaines de Tutsis supplémentaires sont massacrés. Aaron s'est battu pour survivre avec cette faucille. Il garde un souvenir amer des Français. Je ne peux pas témoigner d'une seule bonne action de leur part. Je ne peux vous dire que du mal. Même quand ils étaient stationnés ici, ils ne nous ont pas sauvés. Devant la justice française, des associations accusent l'armée de complicité de génocide pour avoir abandonné des civils. Après un premier non-lieu finalement annulé en appel, le tribunal judiciaire de Paris travaille encore sur ce dossier, 19 ans après son ouverture. Des milliers de dépouilles reposent au mémorial du village. Vincent, survivant lui aussi, n'avait que 7 ans à l'époque et a perdu de nombreux membres de sa famille. Le fait de savoir que les Français étaient là, un grand nombre a quitté les cachettes. Ils nous ont laissés devant le public qui attendait nous tuer. C'est ça qui choque tout le monde ici. Ici, peu de rescapés ont entendu parler de la procédure judiciaire et les frustrations persistent. En 2021, un rapport d'historien mené par Vincent Duclerc dénonçait l'échec profond de la France à Bizet-Zéro. Après 11 heures de délibération, le verdict a été prononcé hier. Le principal accusé de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg dans le Bas-Rhin a été condamné à 30 ans de prison, soit la peine requise par le parquet antiterroriste. Audrey Mandjei a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs terroristes. À l'issue de l'audience, les avocats n'ont pas souhaité faire appel et de déclaration. Il était notamment accusé d'avoir servi des armes à l'auteur de l'attentat, mais tout au long du procès, il a nié en bloc avoir eu connaissance de la radicalisation de cet homme ou de son projet criminel, une position que regrette un avocat des parties civiles. Reportage signé Laurence Naon. Après 11 heures de délibération, le verdict est prononcé. Le principal accusé est condamné à 30 ans de prison, la peine requise par le parquet antiterroriste. Pour les victimes, c'est vraiment la prise en compte de la gravité de ce qu'ils ont vécu, de cette horreur qui s'est déroulée sur le marché de Strasbourg, de toutes leurs plaies, de toutes leurs souffrances. C'est très bien pour les gens, les survivants, les blessés. Mais malheureusement pour nous, c'était juste un principe. Parce que nous, on a perdu un homme qui était mon frère. Audrey Mandjei a été reconnue coupable d'association de malfaiteurs terroristes. À l'issue de l'audience, ses avocats n'ont pas souhaité faire de déclaration. L'homme de 42 ans était accusé d'avoir servi d'intermédiaire pour fournir une arme à l'auteur de l'attentat. Mais tout au long du procès, il a nié avoir eu connaissance de la radicalisation de Cherif Chekat ou de son projet criminel, une position que regrette cet avocat de partie civile. En réalité, Audrey Mandjei n'a rien donné. Il n'a rien donné aux victimes. Aucun élément de connaissance, aucun élément de compréhension.
simplement la moindre... on attendait, alors évidemment pas des aveux, c'est pas le problème. On attendait simplement d'Audrey Mongi des éléments. 3 autres hommes étaient sur le banc des accusés, soupçonnés d'avoir également eu des rôles d'intermédiaires, mais de moindre importance. 2 d'entre eux ont été condamnés à 5 et 4 ans de prison. Le dernier a été acquitté. Devant le collège de Sablons de Viry-les-Châtillons dans l'Essonne, les parents et les élèves sont inconsolables et sous le choc. Vendredi, le décès de l'adolescent qui avait été agressé la veille devant l'établissement a provoqué une vive émotion. Le maire de la commune peine à retenir ses larmes et sa colère. J'imagine sa maman dans quel état elle doit être. Il faut apprendre aux enfants quand ils sont jeunes, quand il y a le bien et le mal, déclare donc le maire de l'Essonne. Reportage et rencontre signé Thierry Cotta. Devant le collège des Sablons, des élèves inconsolables, des parents abasourdis. À Viry-Châtillon, le décès de l'adolescent en début d'après-midi a provoqué une vive émotion. Même le maire de la commune peine à retenir ses larmes et sa colère. Les enseignants, ils sont par terre. Ses copains aussi. Puis nous aussi. J'imagine sa maman. Dans quel état elle doit être? Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, il faut leur apprendre que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Hier, alors que l'adolescent rentre chez lui, des individus cagoulés le rouent de coups, à 100 mètres à peine de son domicile, dans cette ruelle entre 2 immeubles. Ces collégiens disent avoir vu une partie de l'agression. C'est juste là. En fait, ils ont commencé là-bas et après ça s'est terminé vers ici. Du collège, on avait vu les 3 personnes cagoulées, mais on n'avait pas vu la scène où ils s'étaient tapés. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que c'est parti du tabac tout là-bas. Et lui, il a voulu courir pour rentrer chez lui et ils l'ont suivi. Loin des regards, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a rencontré les enseignants. Une enquête judiciaire a été ouverte pour tentative d'assassinat. Les policiers ont entendu des témoins, des proches, pour comprendre notamment le mobile des agresseurs. Ce soir, un mineur de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Partons à présent à la Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône, où des saisonniers nettoient une plage privée avant le début des vacances de la zone C. Sauf que le début des vacances scolaires est un coup d'accélérateur dans un hôtel face à la mer. L'heure est à la préparation des chambres. Les réservations sont bonnes mais se font de plus en plus au dernier moment. Il est quasiment à 60% sur l'ensemble du domaine, indique Amine Jouafri, réceptionniste de l'hôtel Rosetté. Reportage et découverte signé Thomas Souman. Sur la grande plage de la Ciotat, c'est l'heure du nettoyage de printemps pour ces saisonniers. Cette plage privée ouvrira demain pour le début des vacances de Pâques. C'est le coup d'envoi de la saison exactement, ouais. Et vu qu'il prévoit du beau temps, je pense qu'on recevra quand même du monde dès demain. Ce matin, seuls les habitants et quelques touristes étrangers profitent des derniers moments de calme. Cette mère et sa fille viennent d'arriver de Belgique. C'est tranquille, c'est pas très chic. On se balader, on va une fois à Marseille et une fois à Toulon. Les restaurateurs le savent, le début des vacances scolaires est un coup d'accélérateur, à condition que le ciel reste dégagé. Si on a une bonne météo, pas trop de vent, on peut s'attendre à une centaine de couverts le midi. On travaille avec la météo, c'est elle qui décide. Même chose dans cet hôtel, face à la mer. Donc ça c'est une chambre avec jacuzzi, c'est une des chambres phares, celle qu'on vend le plus. Une vue imprenable sur la Méditerranée. Ici les réservations sont bonnes, mais elles se font de plus en plus au dernier moment. Je suis quasiment à 60% sur l'ensemble du domaine. Du coup, nous, il faut savoir qu'on a 15 chambres. Et du coup, ça représente 9 chambres par jour. Près du Vieux-Port et des Pointus, ces bateaux emblématiques de la ville, un autre professionnel se prépare. Les vacances des Pâques, les parfums qui partent le plus souvent, c'est bien évidemment c'est la vanille, une vraie vanille de Madagascar. Pour ce glacier italien, le parfum des vacances annonce une hausse des ventes. On peut tourner facilement sur 400 pots moyens et une petite centaine de cornets. C'est ce que je vise plus pour la semaine prochaine, pour être honnête avec vous, tout à fait. Avec un grand soleil et 23 degrés prévus dimanche, la Ciotat s'attend à vivre le premier temps fort de sa saison touristique.
Et terminons cette édition avec un peu de douceur. Nous partons désormais à Rhodes, dans la Moselle, où il est possible de faire un safari pour découvrir des mouflons, des loups ou encore des ratons laveurs. Plus de 1500 animaux évoluent dans un parc de 120 hectares. Les visiteurs apprécient de pouvoir apprécier les animaux en semi-liberté et non derrière un grillage ou attaché. La faune est adaptée au territoire de la Moselle. La Lorraine, quant à elle, possède aussi de nombreuses richesses historiques comme un pot, un mousson dans la Meurthe-et-Moselle. Dans cette ville, l'abbaye est prémontrée comme témoigne le froissement culturel de la région. Reportage découverte signé Timothée Gross. Le pays des étangs et des forêts. Un monde sauvage, préservé. Dans une région où l'histoire a laissé ses traces, de ses joyaux d'architecture les plus éclatants jusqu'à ses secrets les plus croustillants. Le 13h en week-end vous emmène faire un détour par la Lorraine. En cet après-midi, ces visiteurs participent à une activité bien exotique pour la saison. Voici un safari en Moselle. En face de vous, donc, vous avez des loups arctiques. Vous en avez 8. Ces loups, en fait, ils sont originaires des régions arctiques comme le Groenland et l'Alaska. Et on est sur des régions où en hiver, il va faire jusqu'à moins 70 degrés. Des loups, des mouflons ou encore des ratons laveurs. Plus de 1500 animaux évoluent dans ce grand parc de 120 hectares. Sur le côté là, vous avez donc la plaine des cerfs, c'est l'enclos des cerfs, des mouflons et des daims, et c'est un enclos de semi-liberté. Et donc on va avoir vraiment des mouflons ou des cerfs qui peuvent traverser à tout moment, et donc ils sont vraiment dans le côté où ils ont accès à un peu toute la zone. Et ça doit être ça qui doit plaire effectivement, cette sensation de liberté, on va dire. Des animaux qui défilent au plus près des yeux des visiteurs. Parce qu'on ne s'attend vraiment pas à avoir des bisons à 1 mètre. Et le fait de ne pas les voir aussi à travers des grillages, le fait de ne pas les voir aussi attachés, ça fait quand même vraiment plaisir. Merci beaucoup. La petite, elle était un peu nerveuse, donc j'ai pas eu le temps de regarder tout et d'écouter tout, mais c'était très sympa. Une faune adaptée au territoire de la Moselle. C'est le résultat du projet porté depuis 50 ans par la famille à l'origine du parc. On a une vision très large. Il y a les animaux, mais on parle des écosystèmes, on parle de l'humain, on parle de la connexion de tous ces éléments pour pouvoir apprendre à cohabiter et à trouver le meilleur fonctionnement possible entre l'homme et la nature. La Lorraine, des richesses aussi historiques. À 1 heure de là en voiture, direction Pont-à-Mousson, à mi-chemin entre Metz et Nancy. L'abbaye des Prémontrés témoigne du foisonnement culturel de la région au cours de l'époque moderne. Alors on est ici au cœur de l'abbaye, c'est l'abbatiale Sainte-Marie Majeure, un ensemble exceptionnel, une église halle de 66 mètres de long, 23 mètres de large et 18 mètres de haut. Un ensemble exceptionnel construit au XVIIIe. C'est le lieu emblématique de Pont-à-Mousson, c'est un des plus bels ensembles monastiques de Lorraine. Les chanoines ont été chassés à la Révolution. Le monument est aujourd'hui désacralisé. Mais il reste ces escaliers monumentaux. Cette riche bibliothèque, avec des ouvrages qui remontent au XVIe siècle, et surtout ces grands jardins, où ces habitués ne se lassent pas vraiment de l'ambiance. Le calme, vous savez, le calme, le silence, c'est un lieu dans les jardins de discrétion, comme les moines. Sans l'abbaye à Pont-à-Mousson, il y aurait un manque. Les gens viennent beaucoup visiter cette abbaye. Si la Lorraine a ses monuments, elle a aussi ses secrets. Et c'est Nancy, la ville aux portes d'or, qui renferme l'un des mieux gardés. Dans ce magasin familial, Nicolas Genot est le seul à pouvoir franchir ce volet. Alors dites-nous, nous, on n'a pas le droit d'aller plus loin que ça. Non, non, parce que c'est un secret de fabrication depuis 1793. Historiquement, il n'y a que le chef d'entreprise qui fabrique derrière ce volet. Voilà, il faut fabriquer à l'abri des regards indiscrets. Les macarons de Nancy, une recette que cet artisan passionné connaît depuis 24 ans. Ce savoir se transmet à de rares initiés depuis plusieurs siècles et est intimement lié à l'histoire de la ville. À l'origine, c'est la petite fille de Catherine de Médicis qui a créé un couvent à Nancy, les couvents des Dames du Saint-Sacrement, et c'était la règle de Saint-Benoît qui était respectée. Et cette règle, elle imposait aux sœurs de ne pas manger de viande. Et c'est les macarons qui apportaient les protéines nécessaires à travers l'amande.
Croustillant à l'extérieur, légèrement moelleux à l'intérieur, ici les macarons, leurs adeptes. Ils sont bons déjà, c'est la spécialité de ma ville, donc là je vais les offrir, ça représente bien la Lorraine. Les amandes et puis la souplesse, la douceur, ça c'est le fondant, c'est difficile à expliquer, je veux dire. Le vrai macaron il est ici, je veux dire. Les macarons, toujours la même tradition, au cœur de la Lorraine. Et ses richesses discrètes mais certaines. Et avant de refermer ce journal, une information concernant la guerre en Ukraine. Le bombardement de Zaporijjia a fait 4 morts et plus de 20 blessés selon le chef de l'administration militaire régionale. Le responsable de la partie de l'oblast de Zaporijjia, contrôlée par Moscou, a affirmé que l'armée russe avait visé les bâtiments de Motor Sich, un constructeur de moteurs ukrainien dont Kiev ferait un usage militaire. La police nationale ukrainienne a quant à elle assuré que les bâtiments touchés étaient des infrastructures civiles. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce vendredi soir, en ce 5 avril. Nous nous retrouvons évidemment demain à 13h et à 20h pour de nouvelles informations, je l'espère un petit peu moins lourdes. Passez une agréable soirée en dépit de tous. À demain.